En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vote ? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et c'est donc cette dernière addition avant les vacances avec Xavier Aimant. Bonjour Xavier Aimant, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour à tous. Comme de coutume, vous commencez avec votre édito. Alors justement, pour cette dernière édition de l'année, j'ai décidé plutôt que faire un édito, de faire un petit quiz de Noël sur l'actualité. Donc si vous en êtes d'accord. Mais avec plaisir. On a l'impression de passer un examen de fin de semestre. Non, normalement c'est assez... si vous avez suivi l'actualité, ça devrait être relativement simple et je suppose que vous l'avez fait à cette antenne. Voilà. Sinon le patron en prendra bonne note. Alors voilà, donc puisque vous êtes d'accord, ce qui m'arrange parce que sinon c'était un peu dans la mouise, nous allons commencer par un petit chiffre. Alors si je vous dis 65%, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? C'est ce chiffre récemment. 65% des Français pensent quoi ? Voilà, c'est un sondage. C'est évidemment un sondage. Ouais, non. 65% Donnez-nous des indices. Chers auditeurs, d'ailleurs, réagissez en direct. Écrivez-nous en commentaire des réponses pour nous aider à répondre à Xavier. Alors, c'est le résultat d'un sondage qui est paru dans le Figaro d'hier. Ça concerne... Je crois que j'ai la réponse. Sur le fait que Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur. Non, ça aurait pu être ça. Ça concerne en effet le gouvernement, mais en fait, c'est le 65%. Ah non, insatisfait, c'est ça. Voilà. Ils sont insatisfaits des débuts de Bayrou. Voilà, bravo. On suit l'actualité sur une droite. Un point pour Maëlys. C'est donc le nombre de Français qui jugent négativement les débuts de François Bayrou à Matignon, selon une enquête Odoxa Backbone pour le Figaro. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que le type, il est quand même pas là depuis longtemps. Non, il a même pas de gouvernement. Il a fait 2 interventions publiques à peu près, et les gens sont déjà très mécontents de ce qu'il fait. Il n'est pas là depuis longtemps à Matignon, mais enfin, il est là depuis trop longtemps. Mais c'est vrai qu'ils avaient déjà pas une très bonne opinion de lui avant qu'il soit nommé Premier ministre. Là, ça perd de s'arranger. En tout cas, ça commence pas vraiment sous les meilleurs auspices pour François Bayrou. C'est un peu comme un athlète qui commencerait une course d'obstacles, parce qu'il a quand même 2-3 difficultés devant lui, et à peine rentré dans le stade, il y a déjà tout le public qui est en train de le huer. Donc la question qu'on peut se poser, c'est aura-t-il un mandat plus long que celui de ministre de la Justice en 2017, un mois ? Ah, c'est peut-être son objectif. Voilà. C'est peut-être son objectif. À chaque fois, une petite étape supplémentaire, un peu plus de temps gagné. Ses capacités. Très bien, alors là, une facile pour le coup, je pense en tout cas. Faut jamais dire ça parce que si on n'a pas la réponse, on c'est vrai que ça met un peu la pression. Alors, si je vous dis 3 ans d'emprisonnement, dont un enferme sous bracelet électronique. Nicolas Sarkozy. Voilà, réponse collégiale. Alors c'est bien sûr la condamnation infligée à l'ancien président de la République, de façon définitive cette fois, puisque c'est la Cour de cassation qui s'est prononcée, pour corruption et trafic d'influence. Donc finalement, Nicolas Sarkozy laissera bien une trace dans l'histoire de France, en devenant le premier ex-président sous bracelet électronique, offrant ainsi une bien belle image de la politique française, notamment à l'international. Mais ceci dit, l'ancien président peut encore faire mieux, puisque cette condamnation intervient à peine quelques jours avant l'ouverture d'un nouveau procès pour l'ex-chef de l'État, celui de soupçon de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Le procès doit s'ouvrir le 6 janvier 2005, donc à suivre donc s'il y aura de nouvelles condamnations. On le suivra évidemment. On reste sur Nicolas Sarkozy, si vous le voulez bien. Alors, qui avait dit de lui en 2009 « C'est un enfant barbare, il est enfant en ce qu'il se croit tout-puissant, qu'il imagine que le monde commence avec lui et qu'il est à sa main. Il est barbare
en ce qu'il sous-estime, méprise ou plus gravement encore, ignore ce que sont les piliers culturels et moraux de la maison. 2009. Un homme politique de gauche Non, Un conseiller, pas vraiment de gauche. Pas vraiment de gauche. un homme politique. Un homme Raffarin, politique dont on parle beaucoup en ce moment. Bayrou. Voilà. Ah, Bravo, C'est le recyclage Vos éternel. inspirations ce matin, Xavier Aimant, sont surprenantes. C'est notre nouveau Premier ministre qui avait fait ce charmant et sympathique portrait de l'ancien président dans un livre pamphlet intitulé « Abus de pouvoir », donc en 2009. Donc c'est quand même une mauvaise période pour Nicolas Sarkozy. c'est sûr. Entre sa condamnation et le fait de voir son meilleur ennemi, si je puis dire, accéder au pouvoir, ou en tout cas au poste de Premier ministre. Bon, il peut peut-être se réconforter en disant que ça va peut-être pas durer très longtemps, mais en tout cas, c'est une mauvaise passe pour Nicolas Sarkozy. Oui, mais enfin, il y a son fils qui arrive. Vous allez peut-être en parler. Je veux pas vous couper l'herbe sous le oui, pied. il y a mais... une petite. Bon, bah alors, on va peut-être l'évoquer. Mais on va reprendre. Celui-là, c'est mon préféré, je crois, de ce petit quiz. C'est un nouveau chiffre. C'est 30 000 euros. 30 000 euros de subvention accordée, non. Non, c'est pas tout à fait ça, mais en effet, c'est en lien avec l'argent public. Ah oui, je sais. Le voyage d'Anne Hidalgo, où c'était déjà Tahiti, ouais. Alors, Tahiti. c'est en lien avec ça, mais c'est pas le voyage exactement. C'est pas le Tahiti Gate. Ah si, c'est le frais, ça fait partie c'est du les frais Tahiti Gate. téléphoniques. C'est les frais d'Anne téléphoniques. Hidalgo Voilà. à Tahiti. Tout à fait. Bravo. Seulement les frais Non, mais c'est téléphoniques. 30 000 euros de il faut que je téléphone. révise. Voilà. Elle a appelé son amoureux. Elle avait plein de choses à lui Ah raconter. ben, certainement parce que donc c'est le Canard enchaîné qui fait cette révélation. Donc facture de téléphone d'Anne Hidalgo durant son séjour en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en 2023. Alors ça s'explique par le fait qu'elle avait un forfait non adapté. Donc elle n'avait pas le forfait et surtout parce qu'elle travaille international. beaucoup, elle avait besoin de prendre beaucoup d'appels peut-être. Et c'est donc 30 000 euros de notes de téléphone évidemment à la charge du contribuable parisien. bien sûr. Et il faut se rappeler que donc ça s'ajoute quand même à un coût qui était déjà estimé à 59 540 euros, comprenant 40 955 euros de frais de voyage et 18 545 euros pour la restauration et le logement. Donc je pense qu'ils étaient bien logés, qu'ils ont quand même bien mangé pendant ce petit séjour. On salue Vincent Mertens sur le direct YouTube qui a commenté le téléphone d'Anne Hidalgo, qui avait répondu justement à votre devinette, Xavier. Alors c'est quand même, là on arrive à des chiffres quand même assez hallucinants. Les contribuables apprécieront, parce que même avec un forfait qui n'est pas adapté, pour arriver à 30 000 euros, faut il faut y aller. peut-être que c'est une TikTokeuse acharnée, je sais pas. Enfin non. à creuser en tout cas. On reste sur un autre chiffre amusant aussi, si vous voulez bien. Si je vous dis 960, là on parle plus d'édition. Ah, ça doit être le nombre de livres vendus. Résiste. Non, c'est pas ça. C'est pas le fameux livre de. D'accord, non, c'est pas ça. Par une grande figure de la gauche, une femme. C'est pas Résister, le livre de Salomé Saké ? Non. Ah non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, parce que c'était à peu près dans ces eaux-là, je crois. Une vingtaine ou une centaine. Qui a sorti un livre ces derniers temps ? Sandrine Rousseau, c'est ça. Et ben voilà. C'est vrai. Voilà, félicitations. Jamais bien loin. C'est la fameuse Sandrine Rousseau qui a donc vendu un peu moins de 1000 exemplaires de son ouvrage pourtant fondamental, qui s'appelle Ce qui nous porte. Apparemment, ça ne porte pas grand monde, mais aux éditions du Seuil, qui est pourtant une grande maison d'édition, c'est pas énorme, en tout cas. Non. Surtout, par titre de comparaison, le livre de Jordan Bardella, qui est pourtant pas non plus un grand chef-d'œuvre de la littérature, en étant tout à fait honnête, s'est vendu lui à 140 000 exemplaires. Petit comparatif. Alors évidemment, Jordan Bardella a plus de force apparemment pour porter les gens que Sandrine Rousseau. Oui, voilà, certainement, parce que c'est un homme. Non, ça c'est pas c'est certainement ça. C'est certainement le privilège masculin qui a joué à fond dans ce différentiel de vente. Alors évidemment, les ventes d'un livre n'indiquent pas forcément la qualité de celui-ci, mais en tout cas, ça indique indéniablement la popularité des gens. Et là, on peut dire que ces chiffres sont plutôt quand même rassurants. Alors justement, comme on l'a évoqué, donc ça va être encore plus simple, mais donc une petite phrase dont il faut trouver l'auteur. Vous en avez sans doute déjà parlé d'ailleurs
sur cette antenne. Si dans 4 siècles, les Français ont tous la couleur de mon café, je m'en fous. S'ils boivent du vin et payent leurs impôts, on aura réussi. On va le dire en chœur. Louis Sarkozy. Voilà, c'est le fameux Louis Sarkozy qui donc nous fait cette belle déclaration d'amour à l'identité française, à sa complexité, à sa richesse. On sent qu'il est vraiment attaché à ça, comme son père. D'ailleurs, il s'inscrit complètement dans la lignée de son papa, qui, on s'en souvient peut-être, avait expliqué à Philippe de Villiers qu'il comprenait pas l'amour que Philippe de Villiers pouvait attacher au paysage de France, à l'enracinement français, parce que lui, ça lui faisait rigoureusement rien. Donc là, on est quand même dans une filiation assez clair et assez assumé. Je trouve cette phrase tout à fait hallucinante, mais bon, on aura peut-être l'occasion de reparler d'identité dans la suite du débat. Alors une petite dernière. Allez, une petite dernière pour finir. Un dernier chiffre. Alors là, c'est 4 milliards. C'est plus sérieux. 4 milliards. De dette non. C'est un poste budgétaire de l'État. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai honte, je prépare les flash infos tous les jours et j'ai aucune réponse. En même temps, il doit y avoir beaucoup d'endroits où 4 milliards sont dépensés. C'est pour ça que les coiffeurs des uns des autres, les on sait que Paris déjà a une dette de 9 milliards attendue pour 2025, alors 4 milliards dans l'État. Peut-être la redécoration des lieux, je sais que ça avait été une somme énorme aussi. Emmanuel Macron avait remis à son goût l'Élysée. Alors, il avait fait venir des décorateurs d'intérieur qui prenaient des sommes pharaoniques. Alors, c'est pas ça, c'est une des nombreuses dépenses, mais c'est un plus en lien avec notre activité, puisque 4 milliards, c'est le budget global de l'audiovisuel public. Ah bon. 4 milliards d'euros, donc un chiffre plus qu'impressionnant, même s'il est légèrement en baisse. On entend beaucoup parler de ça, surtout. Ils ont perdu, je crois, 150 millions, donc mais 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public en 2025, donc c'est assez impressionnant, surtout que c'est quand même un budget donc payé par le contribuable une nouvelle fois français qui permet de produire à jet continu des contenus on va dire discutables, wokistes, immigrationnistes, antinationaux. Voilà, et c'était justement l'occasion que je voulais saisir pour rappeler que face à ça, il était utile et important de faire des dons à ceux qui portent une autre voix, et notamment évidemment à Radio Courtoisie dans le cadre de la campagne actuelle, où en plus il y a un généreux donateur qui double les dons, donc c'est évidemment extrêmement important pour la radio et pour faire face à ce déferlement d'argent public sur des gens qui sont quand même très largement nos ennemis. Merci beaucoup Xavier Aimant, effectivement. Donnez à Radio Courtoisie, puis s'il vous reste un petit peu, vous pouvez donner aussi à Éléments si vous voulez. N'hésitez pas. Merci beaucoup Xavier Aimant pour ces devinettes, et puis on va en discuter, rediscuter de tous ces petits sujets avec toute l'équipe. L'addition. On peut peut-être reparler, comme vous le suggériez, d'ailleurs, donc de cette question d'identité de Nicolas Sarkozy, qui essaie on a l'impression qu'il nous propose une nouvelle solution miracle. Oui, pardon, Louis Sarkozy. Il nous propose une solution miracle avec l'assimilation, alors qu'en fait, on la recycle depuis des années, qu'a priori, on a toutes les preuves que ça ne fonctionne pas. C'est assez fascinant, cette naïveté, cette candeur. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment un créneau pour lui ? Nous, on ne le souhaite pas, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que ça pourrait séduire une frange de la droite ? Et si oui, laquelle ? Et donc, quelle est l'ampleur de ce danger, peut-être, Xavier Aimant ? Alors déjà, il y a son nom, parce que curieusement, je l'avais déjà évoqué à ce micro, Nicolas Sarkozy garde une certaine influence et une certaine popularité au sein de la droite. Ouais. Donc le nom joue plutôt en sa faveur, en tout cas à droite. En plus, les Français aiment bien, ont un vieux fond monarchiste qui fait qu'ils aiment bien les filiations politiques. On l'a vu avec les Le Pen, on l'a vu avec les Baudis, on l'a vu avec un certain nombre de familles comme ça politiques. Donc il a, à mon avis, il faut s'en méfier, si je puis dire. En plus, il a un certain talent, on va dire, en tout cas médiatique, une façon de s'exprimer, de se mettre en scène qui plaît aujourd'hui, on va dire, ce qu'on appelle un franc-parler, c'est-à-dire parfois l'art de dire n'importe quoi avec beaucoup d'assurance, mais en tout cas ça fonctionne en matière de communication. Il est extrêmement arrogant, donc ce qui marche aussi en politique. Donc oui, je m'inquiète un peu
de son possible destin en politique, parce que justement là il y a quand même beaucoup de ruines à droite, et c'est à ce moment-là que les gens vont pouvoir surgir et essayer de reconstruire des choses, et il y fera peut-être partie de cela. Je le souhaite évidemment pas, parce que moi c'est un personnage que je trouve assez navrant, dont j'ai relu certaines des déclarations passées qui sont extrêmement choquante pour quelqu'un qui prétend s'occuper de politique française. Quand on parle plus de son attachement aux États-Unis qu'à la France, c'est quand même un peu problématique déjà à la base. Donc voilà, mais il faut le surveiller, je pense. Ouais. Quand vous parlez de ces filiations, les Français les apprécient, c'est vrai, mais ils aiment aussi pousser les fils à tuer le père. On a vu que Marine Le Pen, par exemple, avait dû marquer une distance avec Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous pensez que Louis Sarkozy sera poussé à un moment ou à un autre à s'éloigner de la figure de Nicolas Sarkozy, et notamment peut-être à cause de tous ces procès, ces fraudes pour lesquelles il est actuellement accusé? Alors si Nicolas Sarkozy finit vraiment sous les verrous, oui, il sera peut-être obligé. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est par étapes en fait. Aujourd'hui, ça lui profite. Je pense qu'il est aussi un peu cornaqué par son père. Et à un moment, il va falloir qu'il prenne son indépendance. Mais là, pour le moment, à mon avis, ça fonctionne plutôt sur le binôme. Ouais. Et à l'heure où il y a beaucoup de politiques qui réclament un référendum sur l'immigration pour couper les vannes de l'immigration, justement, est-ce que, même si on peut avoir peur de cette figure émergente, il n'est pas déjà de toute façon complètement à côté de la plaque? Et si demain, d'ailleurs, on arrivait à un certain référendum, de toute façon, il serait hors jeu. Oui, c'est ce qu'on peut souhaiter, sauf que ce référendum... Oui, on l'attend. On l'attend depuis quand même un certain nombre d'années, et on voit que c'est vraiment un gros blocage, un gros blocage dans la politique, que personne évidemment ne veut le faire, à part le Rassemblement national, parce que sinon la réalité sauterait aux yeux des gens, et ça évidemment personne ne le souhaite dans le personnel politique. Oui, c'est vrai que ces prises de position assimilationnistes sont... on a l'impression qu'il a 25 ans, 30, même plus, 30 ans de retard. Plus personne n'osait parler d'assimilationnisme. On nous a été passé, comme nous l'avons fait dans certaines discussions, à envisager des formes de communautarisme, voire de séparatisme, mais l'idée qu'on puisse encore assimiler des populations sur cette échelle-là, même à gauche, c'était très rare de l'entendre. Donc, oui... Il est un peu décalé sur cette question-là, mais on sait bien que c'est une question importante, et notamment pour nous, mais c'est pas une question forcément fondamentale pour tous les gens, notamment à droite. Donc s'il a un programme économique séduisant à côté de ça, s'il fait du libéralisme, du pseudo-trumpisme, etc., ça peut fonctionner malgré, en effet, cette question où là, il part pas, à mon avis, gagnant. Ouais. Dans les nombreux candidats à un seul poste, puisqu'il n'y en a toujours qu'un seul pour de nombreux candidats, je pense au présidentiel de 2027, au-delà de... Louis Sarkozy ne fait que son entrée, pour l'instant, évidemment, il ne s'est pas prononcé sur une quelconque ambition présidentielle, mais je pense évidemment à tous ces candidats qui se multiplient à droite. On peut avoir donc David Lisnard qui aimerait beaucoup faire campagne, évidemment, et porter, donc le maire de Cannes, porter sa voix au national. Édouard Philippe, bien sûr, beaucoup plus au centre. Et puis, dernièrement, sur un plateau de télévision, c'était Henri Guénaud qui lui-même disait pourquoi pas faire un retour en politique. Effectivement, j'ambitionnerais peut-être de redresser la France. Ça vous surprend? Ça m'attriste un peu. Je me dis, ça fait des années qu'on réclame du changement, de la rupture, et on a tous les vieux coucous de la politique qui reviennent et qui me pointent la tête à la fenêtre en disant pourquoi pas moi. Dire non, Guénaud, j'avais pas vu ça, qu'il avait fait son... C'est tout récent, ça date de quelques jours. Sa candidature à la candidature, si je puis dire. Non, en fait, ça fait vraiment, vraiment fin de régime, fin de règne. On a l'impression que tout s'écroule, donc tout le monde pense c'est tellement, entre guillemets, le désastre, que tout le monde pense qu'il peut avoir sa chance dans un tel contexte. Ça sent la naphtaline, c'est terrible, quoi. Le coup de balai qu'espèrent les Français est sans cesse retardé. On a quand même une situation assez hallucinante. Moi, quand j'étais, ça remonte malheureusement à un certain nombre d'années, quand j'étais écolier, on m'apprenait que la démocratie, c'était le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Là, on assiste à une situation où, depuis maintenant plusieurs mois, on a un gouvernement qui se fait contre le peuple, c'est-à-dire un gouvernement qui écarte les deux partis plébiscités par le peuple. Donc c'est vraiment l'aveu de la fausseté du côté complètement tartuffe de ce régime, qui en fait
n'est pas fait pour le peuple, est fait pour servir une certaine caste politique. Donc moi, encore une fois, je ne vois pas de sortie de crise au-delà d'une transformation institutionnelle radicale. Certains justement parlent de par exemple passer à une 6e République. Ça c'est quelque chose qui un peu un spectre. Enfin, je veux dire, vous en pensez quoi éventuellement de cette réforme quasiment radicale, hein? Ah ben moi je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il faut. D'ailleurs, institutionnellement, tout est bloqué. On voit bien que dès qu'un homme politique essaie de faire des réformes un petit peu, même pas radicales, mais on va dire un petit peu sérieuses, il est bloqué notamment par le système juridique français. En fait, aujourd'hui, on est dans un gouvernement des juges, on est dans ce qu'on appelle l'état de droit, qui a plutôt une connotation positive, mais en fait, ça veut dire que le droit s'impose aujourd'hui aux politiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est élu sur un programme ne pourra pas l'appliquer si les juges ne le veulent pas. Donc, il faut, à mon avis, réformer profondément ce système, en passant à une 16e République, en faisant peut-être au-delà d'une réforme constitutionnelle, peut-être une nouvelle constitution, et libérer le pouvoir du politique de cette chape de plomb, qu'elle soit nationale ou européenne, ou même international. Parce que ça, on va s'en rendre compte, je pense, assez rapidement. Le fait de ne pas avoir de gouvernement en France, c'est pas si gênant que ça, sachant que, en fait, la politique française se fait à Bruxelles et dans les instances internationales. Donc, je pense qu'on va se rendre compte à quel point on s'est dépouillé de notre souveraineté. Il faut regagner cette souveraineté en redonnant le véritable pouvoir aux gens qui sont élus par le peuple et qui n'ont pas à être censurés en permanence par des juges, en plus pour des questions qui sont souvent des questions idéologiques plus que de droit. Il faut libérer si on veut vraiment changer le pays face aux problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Et il faudrait aussi peut-être trouver une classe politique plus respectueuse de ce que veulent les électeurs concernés, puisque par exemple ce matin, on recevait Pierre Gentillet qui nous a parlé du cas de Bellabre, où le maire, donc élu par les locaux, s'opposait justement à la volonté quasi unanime de Bellabre de refuser ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et donc bon, le maire a plié face en même temps à cet élan citoyen. C'est plutôt une bonne chose, mais il faut passer par cette prise de conscience du politique qui est au service des Français. C'est quelque chose qu'on a perdu. Ah oui, clairement. En fait, c'est le système de la représentativité qui est en train de faire faillite complètement. C'est-à-dire que le fait que les élus ne soient pas tenus à respecter leur programme, le mandat, ce qu'on appelle le mandat impératif, est interdit par la Constitution. Donc en fait, un élu peut faire ce qu'il veut et peut même exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne. Donc ce système maintenant est à bout de souffle. Les Français, il faut remettre de la démocratie directe, il faut en effet réintroduire du référendum, il faut redonner la voix à la population, alors sans faire de la démagogie absolue, parce que on sait bien que la France c'est pas la Suisse, on pourra pas faire des référendums tous les 2 mois sur toutes les questions, etc. Mais sur les grands sujets de société, si on estime que le peuple c'est le peuple qui décide, il faut lui redonner la parole parce qu'il en est privé depuis des années par des représentants qui ne sont pas en effet à son service. Donc il faut casser ça, il faut revenir à des modes d'expression de démocratie directe. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en redonnant la parole au peuple à travers notamment des référendums, on ne se retrouve pas de toute façon avec une société, une vie politique française complètement fracturée, justement entre 2 pôles, comme on a pu le voir aux législatives, avec d'un côté tous ces Français qui ont voté en masse pour le nouveau Front populaire et les autres pour le Rassemblement national? Alors certainement, mais je pense que sur certains sujets, on aurait des surprises. Ouais. Je pense, par exemple, sur la question de l'immigration, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une part de l'électorat de la France insoumise qui voterait pour une régulation de l'immigration, par exemple, notamment les classes populaires. Oui. Même si elles votent à gauche sur les questions sociales, je pense qu'on pourrait trouver quand même quelques consensus sur le laxisme judiciaire, sur la réforme de l'école. Enfin, les gens ont quand même, je l'espère, des vieux fonds de bon sens qui pourraient ressurgir à l'occasion de ce genre de référendum. On observe, c'est vrai, un véritable consensus de la population dans les sondages. Après, est-ce qu'ils se manifesteraient dans les urnes s'il y avait des référendums à voir? Mais de toute façon, les sondages parlent d'eux-mêmes. Mais pour rester là-dessus, c'est vrai qu'au-delà de la représentativité, enfin de ce manque justement de représentativité, est-ce que le vrai sujet n'est pas surtout un abandon de la notion même de bien commun par nos hommes politiques? Oui, mais malheureusement ça dépasse, je pense, nos hommes politiques. C'est que le bien commun, ça devient de plus en plus difficile à définir dans une société
comme vous l'avez dit Liselotte, qui est de plus en plus atomisé et fracturé. Le bien commun de telle communauté, ça sera pas le bien commun de tel autre. C'est là un peu tout le problème aussi de l'identité. Quand on a un peuple dont l'identité est en train de s'effriter, comment peut-on avoir un sentiment de solidarité, un sentiment de destin commun avec des gens qui sont extrêmement différents, voire en conflit permanent. Vous voyez, si je croise dans la rue quelqu'un qui ne parle pas quasiment pas la même langue que moi, qui ne s'habille pas comme moi, qui ne mange pas comme moi, qui n'a pas la même religion que moi, qui n'a pas la même histoire que moi, etc., etc. Même s'il a un papier français, et que individuellement c'est une personne tout à fait honorable et honnête. Mais quel lien j'ai avec cette personne, autre que ce bout de papier? Comment je peux me sentir réellement au-delà du discours solidaire de cette personne et faire communauté avec elle? C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le bien commun? Oui, il faudrait le refonder, et pour le refonder, il faut une forme d'homogénéité minimale, en tout cas, sur un certain nombre de valeurs. On voit bien que c'est plus le cas. Donc c'est ça aussi qui manque, c'est que pour que les représentants politiques aient le sens de l'intérêt général et du bien commun, il faut déjà qu'il existe au sein d'une population. Le drame, je pense, de notre société actuelle, c'est qu'il n'y a plus de peuple. Le peuple, il y a des peuples qui vivent en cohabitation sur un sol, mais il n'y a plus un peuple français conscient de lui-même, qui a envie de faire des choses en commun, et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, même si c'est évidemment un travail de longue haleine. L'immigration est évidemment une question centrale là-dedans, mais pas que. L'éducation, la culture. Quand vous avez des films financés par l'argent public toutes les semaines qui sortent pour culpabiliser les Français, pour les ridiculiser, pour faire toujours l'éloge de l'autre, etc. Ça participe aussi de ce délitement où les gens finissent par avoir honte de leur histoire, honte de leur passé, honte de ce qu'ils sont. On peut pas avoir un bien commun fondé sur la honte, la repentance, etc., etc. Donc c'est tout un système à réformer. Il faut refaire peuple pour ensuite avoir des hommes politiques sortant de ce nouveau peuple qui pourront le représenter dignement. Et en effet, cette classe politique actuelle n'est plus capable. Elle a eu l'occasion 50 fois de le montrer. Elle est indigne. Et il faut mettre un coup de balai et donner sa chance à des gens qui au moins n'ont pas contribué encore à la décadence, à la destruction de notre pays. Maëlys. Oui, et d'ailleurs, certains vous répondront évidemment que l'assimilation est la solution, sauf que je pense qu'on est tous au courant que c'est un terme révolu qui est aujourd'hui de l'ordre de l'utopie. Et on a d'ailleurs à ce propos Monsieur Driss Ghali, qui est venu s'exprimer très récemment d'ailleurs à notre antenne, pour dire que les Nord-Africains n'étaient pas dans un processus d'assimilation. Il a pris l'exemple d'un Tunisien, donc un enfant tunisien donc, issu de parents maghrébins qui étaient à naître en France, ne serait pas dans un processus d'assimilation. Et je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez bien placé, puisque c'est un auteur marocain que vous connaissez certainement. Donc c'est quand même assez révélateur, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire. Oui, parce que Louis Sarkozy, je rebondis, je vous laisse répondre, parle de reconstruire une usine à assimilation. On voit bien le côté parfaitement technique, forcé, presque mécanique, pour pouvoir imposer cette assimilation à des gens qui, d'ailleurs, ne se sont jamais exprimés sur leur volonté de faire corps ou non avec la France. C'est une usine à fabriquer les Français, oui, c'est ça qui dit. Même bien au contraire, de par leurs actes, quand même. Voilà. Eh bien, en fait, oui, l'assimilation, c'est un processus qui est, à mon avis, tout à fait possible à titre individuel. La France l'a montré, il y a des gens venus de tous horizons qui se sont intégrés à notre société et qui sont devenus, en effet, comme dit la chanson, d'excellents Français, parfois d'excellents soldats. Et donc, il faut pas rejeter l'idée d'assimilation. L'assimilation, c'est une question de masse. C'est une question de masse, c'est une question de volonté. Il faut qu'il y ait une volonté de l'autre côté, de celui qui veut être, entre guillemets, assimilé. Il faudrait déjà définir assimiler à quoi. À quoi on va assimiler dans un pays, comme on vient de le dire, complètement à genoux, complètement atomisé. Quand on est une nation forte, une nation cohérente, une nation qui est sûre d'elle-même, sûre de son fait, on peut en effet intégrer à la marge des populations étrangères, mais pas dans la situation dans laquelle on est, et surtout pas des peuples entiers. Pourquoi aujourd'hui un immigré aurait envie de s'intégrer dans notre pays quand il voit ce qu'on est devenu, quoi?
quand il ouvre la télévision, qu'il voit des transsexuels, qu'on lui explique que il veut dire c'est à ça qu'on veut m'assimiler. Ben non, j'ai plutôt gardé ma religion un peu patriarcale, traditionnelle. En plus, je peux vivre dans ma communauté parce que j'ai une communauté nombreuse autour de moi. Je peux aller dans mes restaurants, je peux aller dans mes magasins. Il y aura pas d'assimilation. On peut pas assimiler des peuples entiers qui en plus n'ont pas la volonté de le faire. Donc ça, c'est en effet une utopie mortifère. Encore une fois, je comprends pas que ça revienne sur le sujet aujourd'hui, alors que les masses sont trop importantes. Et en plus, c'est aussi, je trouve, finalement assez méprisant. C'est-à-dire, en fait, on exige des gens qui rejettent leur identité propre. Quand on est quelqu'un d'identitaire, ce qui est mon cas, on a plutôt tendance à avoir envie que les gens conservent leur identité ancestrale, etc., et qu'ils la vivent en effet plutôt sur leur terre, que de leur dire venez devenir des bons petits consommateurs, des bons petits abonnés à Netflix en France, parce que c'est ça qu'ils leur demandent. Ils leur demandent de boire du vin et de payer les impôts, en fait, pour devenir français. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Oui, sinon, il va y avoir beaucoup de gens autour de la Terre qui vont devenir français juste en buvant du vin. Merci beaucoup, Xavier Aimant, pour cette édition. Il nous reste 30 secondes pour vous souhaiter un excellent et un joyeux et saint Noël. Merci beaucoup, également à tous, à l'équipe et à tous les auditeurs, bien sûr. Vous avez des vœux pour les auditeurs ? Parce que vous les reverrez après le 1er de l'an, donc allez-y. Des vœux très classiques, des vœux d'espoir. C'est le moment de l'espérance ultime, c'est quand même Noël, et surtout de santé, parce que voilà, c'est très banal à dire, mais avec la santé, après on fait tout, et si on veut combattre, il faut être en bonne santé. Donc je leur souhaite une très bonne santé à tous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se reposer pendant quelques semaines. Exactement. Et on se retrouve le 6 janvier. Merci beaucoup Xavier Aimant pour cette dernière édition, donc avant les vacances. On vous retrouve, pour le coup, le 10 ou même pas, le 17 janvier, je crois. Très bien, c'est noté. Dans très longtemps, vous allez nous manquer.